Nous voulons tous être forts. Nous percevons la faiblesse comme un défaut à surmonter. Mais que se passerait-il si le fondement même de ce que vous considérez comme une faiblesse était un mensonge? La philosophie de Nietzsche nous force à nous poser une question terrifiante. Et si vos vertus les plus célèbres, votre gentillesse, votre humilité, n'étaient pas des signes de bonté, mais des outils sophistiqués conçus pour vous freiner? Et donc, nous devons nous poser la question la plus importante de votre vie. Ce sentiment de faiblesse que vous portez, cette voix qui vous dit de rester petit, est-il vraiment toi? Ou est-ce simplement les barreaux invisibles d'une cage dans laquelle vous n'avez jamais réalisé que vous étiez? Ce voyage a pour but de vous donner la clé. Nous commencerons par considérer ce sentiment de faiblesse sous un angle nouveau, non pas comme une faille, mais comme le premier repère sur la carte menant à votre propre pouvoir. À la fin, vous verrez la cage telle qu'elle est et vous serez prêt à vous libérer. Commençons par exposer son architecture. Avez-vous déjà ressenti cela? Cette pression silencieuse d'être agréable, d'être apprécié, de ne pas faire de vagues. On appelle cela politesse, humilité, bonté. On y voit une force de caractère. Mais si ce n'en était pas une, et si c'était précisément ce qui vous rend faible? Nietzsche présente une thèse troublante. La faiblesse n'est pas un défaut naturel, mais un système de valeurs méticuleusement construit et profondément intériorisé. C'est une prison invisible que l'on a été conditionné à se construire. Ce conditionnement commence dans ce que Nietzsche considérait comme le principal terrain d'entraînement du troupeau, nos institutions éducatives. Il soutenait que l'éducation moderne n'a pas pour but de libérer l'esprit, mais de le domestiquer. Son véritable objectif n'est pas de former des individus souverains, mais de produire ce qu'il appelait les hommes les plus actuels possibles, des individus prévisibles, maniables et utiles au sein de l'appareil d'État. Ce système, selon lui, tue les idées nouvelles dans l'œuf, développant une société où les individus ne sont formés qu'à obéir. Et cet apprentissage commence bien avant l'école, au cœur même de la famille et de la culture. Dès notre plus jeune âge, on nous apprend à craindre notre singularité. On nous inculque, comme l'écrit Nietzsche, des habitudes irréfléchies et des croyances conditionnées. Tout écart par rapport à la norme est accueilli avec ridicule ou inquiétude, instillant une peur permanente qui impose le conformisme. L'individu qui a le potentiel de s'élever au-dessus de la masse médiocre subit la pression de son environnement pour devenir, selon les mots de Nietzsche, un animal grégaire, un être avide de plaire, maladif et médiocre. C'est là que l'illusion devient véritablement insidieuse. Le système s'empare des stratégies de survie des faibles et les élève au rang de vertus universelles. L'agréabilité, l'obéissance, l'utilité pour la communauté sont valorisées comme le summum de la moralité. Nietzsche soutient que cette morale grégaire s'autoproclame alors seulement. La véritable morale vise précisément à contenir les esprits les plus libres et les plus dangereux. C'est une passivité collective destinée à empêcher quiconque de se démarquer véritablement. C'est une morale née non de la force, mais de l'impuissance. Vous voyez donc que cette faiblesse que vous ressentez n'est pas un simple manque de volonté. Ce n'est pas une fragilité innée. C'est une forme d'auto-trahison, une soumission à un conformisme qui vous a été fabriqué et vendu comme une vertu. La prison n'est pas faite d'acier. Elle est faite des valeurs que l'on vous a louées pour avoir accepté. Cela soulève la question la plus importante de toutes. Pourquoi? Pourquoi la société construirait-elle une prison aussi parfaite et nous convaincrait-elle d'aimer notre propre cellule? Pour répondre à cette question, nous devons dévoiler l'un des braquages les plus audacieux de l'histoire de l'humanité. Le grand renversement moral qui a transformé la force en péché et la faiblesse en arme. Alors,
pourquoi? Pourquoi cette prison invisible de faiblesse a-t-elle été construite? La réponse de Nietzsche est stupéfiante. Ce n'était pas une erreur, c'était une révolution. Un coup d'état spirituel silencieux qui a bouleversé notre conception de la morale. Pour comprendre comment cela s'est produit, il faut d'abord comprendre à quoi ressemblait la morale, point avant le braquage. Nietzsche appelait la morale originelle « moralité des maîtres ». Elle fut créée par les forts, les nobles, les dirigeants du monde antique. Leur sens du bien était simple, c'était un « oui » spontané à eux-mêmes. Ils observaient leurs propres qualités, fierté, courage, force, ambition, et disaient « c'est bien ». Mal n'était qu'une idée après coup, une étiquette dédaigneuse pour les faibles, les timides, les pathétiques. Leur morale était une célébration du pouvoir. Mais qu'en est-il de l'autre côté, les faibles, les opprimés, les impuissants? Incapables de riposter avec leur corps, leur colère n'avait plus d'issue. Elle se replia sur elle-même, s'envenimant jusqu'à devenir ce que Nietzsche appelait ressentiment, une haine profonde et vengeresse, née d'un sentiment d'impuissance. Et cette haine latente, dit-il, devint créatrice. Il lui fallait un ennemi. Alors, le faible regarda d'abord vers son maître et dans un acte de ce que Nietzsche appelle la vengeance la plus spirituelle, il ne dit pas « je suis bon ». Il dit « tu es malveillant ». Ce fut le moment du casse, la révolte morale des esclaves. Par un brillant retournement, la morale des esclaves renversa les valeurs du maître. Tout ce qu'aimaient les maîtres, le pouvoir, l'orgueil, l'ambition, l'autonomie, devint péché, requalifié de mal. Et tout ce dont les esclaves avaient besoin pour survivre, l'humilité, la patience, l'obéissance et la pitié, fut soudain élevé au rang de vertu universelle, rebaptisé bien. C'était l'arme ultime des faibles, un moyen de corrompre la conscience des maîtres et de les culpabiliser de leur propre force. Cet ADN moral est désormais présent en chacun de nous. C'est pourquoi nous avons souvent l'impression que l'ambition est égoïste, que l'orgueil est un péché, et pourquoi le récit de la victimisation peut paraître si puissant moralement. La morale de l'esclave a triomphé, et ses valeurs résonnent désormais dans cette prison invisible. Mais Nietzsche croyait qu'il existe en chacun une force fondamentale que cette morale était destinée à réprimer. Une force suffisamment puissante pour briser les chaînes pour de bon. Un moteur de croissance qu'il appelait la volonté de puissance. Alors, si notre morale moderne est une cage construite autour de la vengeance des faibles, comment en sortir? Nietzsche pensait que la clé était de réactiver le moteur fondamental qui anime tout être vivant. Il l'appelait « le volonté de puissance » et ce n'est pas ce que vous pensez. Oubliez l'idée d'un désir impitoyable de dominer les autres. C'est un malentendu dangereux. Pour Nietzsche, la volonté de puissance est l'impulsion la plus fondamentale et la plus irrationnelle de la vie. Le besoin de grandir, de s'étendre, de surmonter les résistances et de libérer sa force. Il croyait que la vie ne cherche pas seulement à survivre, elle veut prospérer. La volonté de l'artiste de créer, la volonté du philosophe de trouver la vérité sont toutes des expressions de cette même force fondamentale. La volonté de puissance elle-même est neutre. Elle n'est ni bonne ni mauvaise, tout comme l'électricité. Sa qualité morale est entièrement déterminée par la manière dont elle s'exprime. L'usage le plus noble de cette puissance ne consiste pas à l'utiliser vers l'extérieur, pour contrôler les autres, mais à l'utiliser vers l'intérieur, pour ce que Nietzsche appelait dépassement de soi. Il s'agit de canaliser cette énergie brute vers la maîtrise de soi, vers la construction de soi-même. Le but n'est pas de dominer quelqu'un d'autre, mais de devenir maître de soi-même. Et c'est là que tout se connecte. Souvenez-vous que la purulence ressentiment de la faiblesse dont nous avons parlé,
ce désir de vengeance spirituelle? Nietzsche dirait qu'il s'agit simplement d'une expression frustrée et destructrice de la volonté de puissance. C'est la volonté de quelqu'un qui souhaite blesser juste pour éprouver un sentiment de puissance fugace. Mais la personne véritablement forte, agissant avec une plénitude de vie, n'a aucun besoin de nuire. Son pouvoir construit, crée, enrichit la vie. Ce moteur est en vous. Le vol moral de l'histoire a été conçu pour vous le faire craindre, pour vous faire croire que votre propre pulsion est maléfique. Mais c'est la source de tout votre potentiel. Alors, comment l'exploiter? Comment l'utiliser pour construire et non pour détruire? Pour y parvenir, vous devez apprendre la discipline de la forge. Vous devez apprendre la leçon la plus difficile de Nietzsche. Comment utiliser la douleur elle-même comme le marteau qui vous façonne en quelqu'un d'incassable. Notre monde moderne repose sur une idée. Le confort est bon et la souffrance est mauvaise. C'est une religion du confort douillet, comme l'appelait Nietzsche. Mais et si cette obsession d'éviter la douleur était précisément ce qui vous emprisonnait dans cette prison invisible? Et si la souffrance n'était pas le problème, mais la solution? Nietzsche fait une distinction cruciale. Il y a la souffrance des faibles, ignobles souffrances. C'est la douleur qui mène à l'amertume, à l'apitoiement sur soi-même et à cet ressentiment. Nous en avons parlé. Cela vous diminue. Mais il y a aussi la souffrance des forts. Noble, la souffrance. C'est une épreuve vécue comme un défi, une résistance pour se tester et se renforcer. C'est l'antidote efficace à la mentalité de victime. C'est l'alchimie psychologique au cœur de sa philosophie. La transformation de la douleur en puissance. Il s'agit de repenser consciemment l'épreuve, non pas comme un malheur, mais comme un ingrédient nécessaire à la croissance. Il s'agit de donner activement un but, un sens à sa souffrance. La douleur n'est pas dénuée de sens, elle devient le prix que l'on est prêt à payer pour un objectif plus élevé. La connaissance, le caractère, la force. C'est la volonté de puissance en action, utiliser la résistance pour devenir plus fort. Selon Nietzsche, l'homme le plus élevé ne se contente pas d'attendre que le destin lui inflige la douleur. Il pratique une discipline de la souffrance. Il recherche l'inconfort volontaire, l'entraînement éprouvant de l'athlète, la pratique épuisante de l'artiste. Pourquoi? Parce qu'en choisissant ces épreuves, il développe la résilience nécessaire pour affronter celles qu'il rencontre. Ne le faites pas, choisissez. Vous ne subissez pas seulement la vie, vous vous y entraînez. Une société qui craint la douleur ne produit que la médiocrité. Elle crée un monde sans risque, sans lutte et sans grandeur. En apprenant à utiliser la souffrance comme forge, on fait plus que simplement endurer. On crée, on grandit. On a vu la prison, on a trouvé le moteur, et maintenant, on a l'outil pour se façonner. Alors, quel genre de personne devient-on lorsqu'on n'a plus peur d'être blessé? On devient l'auteur souverain de sa propre vie. Vous avez vu la prison de la faiblesse, vous avez senti le moteur du pouvoir et vous avez tenu la forge de la souffrance. Voici l'étape finale. Vivre la vérité. Nietzsche appelle cela la voie de l'authenticité radicale. Mais son point le plus crucial est le suivant. L'authenticité ne se résume pas à trouver qui vous êtes. Il s'agit création qui tu es. La principale chaîne qui vous maintient dans la prison du troupeau est ce que Nietzsche appellerait une addiction à l'acceptation. La vie moderne, et en particulier les réseaux sociaux, encourage une performative l'authenticité, un masque soigneusement conçu pour les likes et les partages. C'est la soumission ultime au regard extérieur. Pour être véritablement authentique, vous devez orienter consciemment votre estime de soi, des opinions extérieures, vers votre propre jugement intérieur. Cela mène à une étape courageuse.
accepter d'être détesté. Dans un monde conformiste, vivre une vie exceptionnelle suscite inévitablement le ressentiment des médiocres. Pour être libre, il faut être incontrôlable face aux outils sociaux habituels que sont l'éloge et la honte. Et le laboratoire essentiel pour ce travail est la solitude. Non pas la solitude, mais la solitude choisie. C'est la chambre de décontamination où l'on peut enfin faire abstraction du bruit du troupeau et entendre la loi fondamentale de soi-même. Il ne s'agit pas d'un appel à l'égocentrisme narcissique. Le narcissisme, dirait Nietzsche, n'est qu'une autre forme de faiblesse, le besoin désespéré d'un public pour un ego fragile. L'individu authentique n'a pas besoin de public, il a seulement besoin de sa tâche. L'un est un symptôme de faiblesse cherchant à paraître fort. L'autre est la confiance tranquille de la force elle-même. C'est l'acte ultime de briser l'illusion. Vous n'êtes plus un personnage de l'histoire d'autrui. Vous devenez l'auteur de la vôtre. Au début, nous vous demandions si votre faiblesse était réelle ou simplement les barreaux d'une prison invisible. Maintenant, vous voyez la vérité. L'illusion est brisée. Vous avez vu comment la cage a été construite par un braquage moral. Vous avez trouvé la volonté de puissance comme moteur. Vous avez appris à utiliser la souffrance comme forge et l'authenticité radicale comme clé. Le mot « faiblesse » n'a plus le même sens car vous voyez le système tel qu'il est. Alors, maintenant, lorsque vous ressentirez cette pression d'être petit, d'être agréable, vous la reconnaîtrez non pas comme une vertu, mais comme un écho du troupeau, et vous aurez le choix de l'ignorer. Cette liberté est le premier pas vers ce que Nietzsche appelait un créateur de nouvelles valeurs, un pont vers un avenir meilleur pour l'humanité. La question n'est donc plus « suis-je faible ?» La véritable question, celle à laquelle vous seul pouvez désormais répondre, est la suivante. Quelle grande œuvre vais-je construire avec la force que je sais désormais posséder? Si vous êtes prêt à poursuivre l'aventure, abonnez-vous et rejoignez ce cercle de penseurs. À bientôt. Complétez le cercle.